Ousmane Diallo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur Paré? Ça va bien. Votre structure, donc Amnesty International, a publié, c'était mardi, je crois, donc un rapport sur la circulation des armes au Burkina. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre s'inscrit cette étude? Ce mardi dernier, Amnesty International a publié un communiqué de presse basé sur une analyse des données open source des armes qui ont été publiées par les groupes armés actifs dans le Sahel. Donc, pas seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Et ce sont des armes qui apparaissent dans les photos et des vidéos qui ont été montrées par les groupes armés dans le cadre de leur propagande. Donc ici, on parle non seulement des groupes extrémistes violents comme Ansar al-Islam, l'État islamique dans le Grand Sahara et le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, mais aussi aux autres groupes armés non étatiques actifs dans le Sahel, comme dans l'ambassade au Mali, Oglo au Burkina Faso et les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, au terme de cette analyse-là, on a pu voir que parmi les 400 images et vidéos analysées par Amnesty International, on pouvait trouver un certain nombre d'armes, notamment des fusils mitrailleurs qui venaient de certains pays et qui étaient de fabrication récente, comme la Serbie, la République tchèque et la Slovaquie. On sait que le Burkina Faso, par exemple, a eu des accords commerciaux avec l'une des entreprises concernées, Zastava, notamment pour l'acquisition d'armes dans le cadre de sa lutte contre les groupes armés dans le nord et l'est. Et dans certains des documents que nous avons analysés, nous pouvions voir des forces spéciales du Burkina Faso, notamment l'unité spéciale d'intervention dans la gendarmerie nationale, portant des fusils mitrailleurs Zastava dernier modèle, notamment les fusils mitrailleurs M5E03 et posant en fait avec des membres des volontaires pour la défense de la patrie. Comment est-ce que ces armes se sont retrouvées entre les mains de ces groupes terroristes ou encore de ces groupes d'autodéfense? Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses que nous pouvons émettre, parce que l'analyse que nous avons faite porte surtout sur les armes qui étaient à la disposition des groupes armés à travers une analyse des données open source qu'ils avaient eux-mêmes diffusées. Mais on sait que tout de suite, j'ai parlé des accords commerciaux liés au Burkina Faso avec l'entreprise serbe Zastava. Et on voit que dans certaines des photos, il y a une certaine proximité entre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et les groupes armés qui sont actifs dans le Sahel, en particulier les groupes d'autodéfense comme les volontaires pour la défense de la patrie. Donc on peut supposer qu'il y a une porosité entre certains membres des forces de défense et de sécurité et certains des groupes d'autodéfense qui leur permettent d'être. Mais au-delà de ça, on part des groupes armés extrêmement violents comme le groupe pour l'islam aux musulmans et pour l'État islamique dans le Grand Sahara. Nous supposons que ces armes ont été acquises à travers les attaques qu'ils ont menées contre les positions des forces de sécurité des pays du Sahel, en particulier du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le long de la zone des trois frontières. Parce que dans plusieurs des documents que nous avons analysés, on pouvait voir que c'était des images de propagande. Donc, c'était des photos et des vidéos qui ont été montrées à la suite de combats et qui ont été prises lors de ces combats-là, des garnisons ou bien des membres des forces de sécurité de ces armées nationales-là. Et donc, nous pensons que la plupart de ces armes-là viennent entre les mains des groupes armés par ce canal-là, donc à travers le commerce légal des pays du Sahel, mais à la suite de la diversion par des membres des forces armées, ou bien à la suite de la prise lors de combats par les groupes armés extrémistes violents. Ce sont ces moyens par lesquels ces armes-là parviennent dans les mains des groupes qui sont utilisés pour commettre des homicides illégaux, comme on a pu le voir à Solhan,
il y a un peu plus de 2 mois, mais aussi au Niger, à Bango et à Zarumdai en début d'année. Mais est-ce que aussi il y a un marché noir à travers lequel ces groupes armés peuvent se procurer de telles armes? Oui, il y a un marché noir qui existe depuis longtemps et qui peut-être même le début de l'insurrection au Sahel et au Burkina Faso. On sait que depuis le cycle des guerres civiles des années 90, il y a une circulation des armes, des réseaux de trafic qui existent en Afrique de l'Ouest qui permettent non seulement aux armées, mais aussi aux bandits et aux contrebandiers, aux braqueurs d'avoir accès à des armes à travers une diversion des stocks des armées nationales. Donc, dans ce sens-là, la CEDEAO a promu un protocole sur la circulation des armes légères et de petit calibre, mais on voit que les défis sont toujours existants et qu'ils sont surmontés à travers un meilleur contrôle des stocks des armes nationales. Et si on va au-delà de cela, on sait qu'en 2012, lors du début du conflit malien, notamment, avec le retour des combattants touaregs qui combattaient dans les armées de Kadhafi, il y avait beaucoup d'armes qui étaient issues de cette zone-là qui sont arrivées dans le Sahel durant cette période. Mais les armes que nous avons documentées dans cette analyse-là, certaines sont de fabrication très récente et n'existaient pas au Sahel avant 2013, disons. Donc, ce qui montre que c'est surtout via le commerce légal des États et le faible contrôle sur ces arsenaux nationaux-là et par la prise des groupes armés qu'ils parviennent à accéder à ces armes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, de l'impact de la corruption au sein des armées sur la circulation, bien la détention de ces armes par ces groupes armés? Parce qu'il y a des situations qui ont révélé aussi que des militaires ou bien au sein de l'armée, il y a des gens qui sous-traitaient avec certains groupes armés. Oui, donc c'est une hypothèse, c'est une possibilité qui existe. Et sans même aller au-delà de la corruption, lorsqu'il y a eu des événements politico-militaires, comme on a pu le noter au Mali l'année dernière, souvent il s'en est suivi un déphasage du maintien de l'ordre et du contrôle des armes, ce qui a facilité l'acquisition par des gens qui ne devaient pas les avoir, souvent des officiers militaires, souvent aussi des soldats du rang, qui prenaient les armes dans ce contexte d'instabilité-là et participaient à cette pratique. Donc ça, c'est à un niveau anecdotique, mais c'est une réalité qui est non seulement au Mali, mais dans la plupart des pays du Sahel. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation sur la sécurité dans le Sahel? Les conséquences, on les voit tous les jours au Sahel, à travers cette circulation des armes et cette incapacité à contrôler leurs flux dans la région. L'année 2021 est partie pour l'une des années les plus brutales et les plus marquées pour les populations civiles du Sahel. Je parlais de Solhan lorsque près de 130 personnes ont été tuées par des membres supposés soit du groupe de soutien islamo-musulman ou à l'État islamique dans le Grand Sahara. Et c'est à travers leur disposition de ces fusils mitrailleurs-là qu'ils commettent ces homicides illégaux contre les civils. Et cela n'est pas un épisode isolé, malheureusement, cette année. On a vu au début d'année au Niger plusieurs attaques de l'État islamique dans le Grand Sahara contre les villages qui résistaient à leur volonté de lever des taxes pour imposer leur gouvernement. On parle de Tchomobongo et de Zarumdari dans la région de Tilaberi, frontalière avec le Burkina Faso, où il y a eu près de 100 morts. Après, il y a eu Banibangi au mois de mars et les attaques dans les communes de Ia, dans la région de Tawa, qui ont fait plus de 150 morts. Et ces dernières semaines, nous avons eu aussi plusieurs attaques commises par les mêmes membres des groupes armés dans les régions de Tilaberi qui ont fait plus de 30 morts. Donc, on assiste à des attaques indiscriminées et à des guerres par les membres des groupes armés
notamment visant des populations civiles. C'est la même chose au Mali, où on a vu il y a plus de mois, à Ansongo, près de 50 civils ont été attaqués et tués par des membres de l'État islamique dans le Grand Sahara parce qu'ils résistaient à leur volonté de gouvernance et résistaient à leur imposition informelle de la zakat. Donc, on voit que cette circulation des armes-là, elle ne compromet pas non seulement la sécurité et l'installation militaire du Burkina Faso, mais elle constitue un danger réel pour les populations d'Israël, comme on a pu le noter à travers les différents massacres de masse de 2021. Qu'est-ce que vous dites aux gouvernants? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs réponses à ce niveau. D'abord, il faut un meilleur contrôle des armes et un meilleur contrôle qualité des arsenaux qui sont à leur disposition et toutes les failles par lesquelles les groupes armés, toutes les autodéfense, peuvent avoir accès à ces armes-là, qui sont des armes de guerre, ce ne sont pas des petites armes, doivent être comblées. Et d'abord, il faut qu'il y ait une meilleure coopération avec leurs partenaires internationaux, notamment en ce sens-là, pour les aides à établir les meilleurs protocoles de qualité pour réguler l'accès, l'inventaire et le contrôle des armes. Et cette réponse-là, elle ne doit pas seulement venir des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, mais aussi des pays exportateurs d'armes, comme la Serbie, la Slovaquie et la République tchèque, entre autres, qui doivent s'assurer que les armes qu'ils vendent à ces pays comme le Burkina, le Mali et le Niger, qu'il y a des protocoles qui sont mis en place pour bien les conserver cet arsenal-là, éviter leur diversion vers les groupes armés et renforcer leur capacité à mener cela parce qu'il y a des conséquences réelles pour les populations civiles et en termes de protection des droits humains. Est-ce qu'il faut craindre que ces pays-là, dans le futur, ne puissent pas acheter justement des armes du fait de cette situation? Je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe sur la diversion et l'acquisition de ces armes de guerre par les groupes armés dans le Sahel. Si ces groupes armés acquièrent ces armes-là, par divers moyens, à travers le commerce légal fait par des pays comme le Burkina, le Niger et le Mali, et qu'il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Donc c'est là le danger, non seulement pour les militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger, mais aussi pour les populations civiles. Et donc tous les efforts doivent être mis dans ce travail en amont pour mieux contrôler le flux des armes, le contrôle des armes, et éviter leur diversion auprès des groupes armés qui commettent des abus de droits humains. Ousmane Diallo, merci. Merci beaucoup, M. Paré.